L'Académie Psyche est une école prestigieuse destinée aux élèves surdoués, où l'on cultive les talents dans les arts du spectacle, le sport de haut niveau et les disciplines académiques avancées. Yu Ayase y a récemment été transféré, et pourtant, il est déjà devenu le souffre-douleur de son mentor. Ce dernier ne cesse de lui crier dessus avec frustration. Non pas à cause de ce que Yu fait, mais à cause de ce qu'il est. Le fils de la légendaire Subaru Ayase, actrice de renommée mondiale et ancienne, élève brillante de l'Académie. Contrairement à sa mère, Yu peine. Il est faible en arts martiaux et a échoué dans ses cours avancés. Pourtant, certains élèves gardent espoir, convaincus que les vrais prodiges dissimulent parfois leur talent. Subaru Ayase est une diplômée de classe A de l'Académie Psyche, adulée dans le monde entier pour son jeu d'actrice exceptionnel, sa beauté sans égale et ses cascades audacieuses. Seize Talents couvre de nombreux domaines et elle a terminé première de sa promotion. Avec un tel héritage, chacun des gestes de Yu est scruté de près, surtout lorsqu'il ne répond pas aux attentes. Bien que Yu ait admis n'avoir jamais combattu de sa vie, son mentor insiste pour le tester. Il prétend que les trois royaux sont curieux de savoir quel genre de personne est réellement Yu. Sous la pression et la frustration, Yu fonce et donne un coup de poing de toutes ses forces. Mais lorsqu'il touche sa cible, l'impact est si faible qu'on dirait une simple tape. Son mentor perd alors totalement son sang-froid et plaque Yu au sol. Des murmures commencent à résonner dans tout le stade. Astérisque, astérisque. Le fils de Subaru Ayase est un échec total. Astérisque, astérisque. On attend souvent des enfants de génie qu'ils héritent de leur éclat. Yu vit avec cette déception depuis ses 17 ans. Toujours à terre, il lance une remarque cinglante à son mentor. Plus on est médiocre, plus on est obsédé par le talent. À cet instant, son mentor croit entendre parler Subaru elle-même. Si ce n'est pas le talent, tu as au moins hérité de son visage. Malgré tout, son mentor continue de le réprimander pour sa médiocrité. Mais Yu le sait déjà. Il a vu de ses propres yeux à quel point sa mère brillait. Sans dire un mot de plus, il s'éloigne. Tout le monde pense qu'il est simplement habitué à perdre. Mais les trois royaux, eux, ne peuvent pas laisser cela arriver. Ils placent tous leurs espoirs en lui. Fou de rage, son mentor décide de faire sortir le talent de force. Mais alors qu'il s'apprête à frapper Yu, un coup de pied surgit derrière lui et le frappe de plein fouet. Face à lui se tient Nico, bientôt rejointe par ses deux sœurs. Kazuki, une actrice de théâtre à succès, et Miwa, une prodige du sport au palmarès inégalé. Quant à Nico, elle est la meilleure combattante de l'école. Ensemble, elles représentent les meilleurs élèves de chaque programme des trois royaux. Toujours allongée au sol, Yu lève les yeux vers elle, abasourdie. Ses yeux s'écarquillent de stupeur. Kazuki s'avance pour le saluer, et lorsqu'on évoque ses résultats aux examens avancés, le verdict tombe. Un imposteur médiocre sans la moindre once de talent. C'est une grande déception, surtout venant de celles qui espéraient qu'ils rejoignent chacune de leurs spécialités respectives. Bien sûr, Yu connaît déjà ses propres limites. En réalité, il s'est déjà transféré dans le ** programme d'éducation générale, une filière que tout le monde a même oubliée. Sur ses E, Yu tourne les talons pour partir, mais Nico l'interpelle et lui demande de nettoyer d'abord. C'est une règle tacite, celui qui perd nettoie le dojo. Alors il doit continuer. Les trois royaux lui lancent encore quelques piques avant de s'en aller. Yu aimerait bien répondre, mais il sait qu'il ne peut rien faire. Il saisit le seau d'eau et commence à nettoyer. Le lendemain, les élèves du programme des arts martiaux arrivent au stade pour leur entraînement habituel et découvrent que toute la zone brille de propreté. Yu, lui, rentre chez lui, perdu dans ses pensées, repensant à son passé. Quand il était plus jeune, il rêvait d'être acclamé comme sa mère. Il répétait des répliques de films devant la télévision, mais à chaque fois qu'il la voyait jouer, il comprenait qu'il ne pouvait pas égaler sa brillance. Il a cherché sa voie, sautant d'un domaine à l'autre, jusqu'à ce que la réalité le frappe. Il n'était que médiocre. Peu à peu, il a commencé à s'éloigner de sa mère, bien qu'elle fût sa seule famille. Puis, elle est tombée malade. Pendant son hospitalisation, elle regardait souvent un film dans lequel elle avait joué, une série sur la vie de famille où elle tenait le rôle d'une mère. Ce n'était pas l'un de ses rôles les plus prestigieux, mais Yu l'aimait bien. Elle aussi. Un jour, alors qu'il se tenait à son chevet,
Yu lui confia que ce qu'il préférait dans cette série, c'était la fin de chaque épisode. Un dîner en famille où tout le monde riait et discutait de choses banales. Ce jour-là, ils ont eu leur première véritable conversation depuis des années. Et Yu comprit que tout ce que sa mère avait toujours voulu, c'était une chose simple, une famille heureuse et normale. Son dernier vœu était celui-là, que Yu puisse un jour fonder une famille heureuse. Yu referme son carnet et s'éloigne, ses bagages à la main. Il ne sait pas encore comment accomplir ce souhait, mais une chose est sûre, il est prêt à essayer. Il s'arrête devant une grande maison sur le portail de laquelle est inscrit le nom astérisque Mikadono astérisque. L'endroit est immense, mais Mikadono lui avait bien dit qu'il pouvait entrer. Yu pousse donc le portail et, à sa grande surprise, découvre qu'il s'agit en réalité d'un véritable manoir. Ébahi par la taille et la splendeur des lieux, Yu commence à se poser de sérieuses questions sur l'identité de ce mystérieux Mikadono. Alors qu'il s'apprête à défaire ses bagages, un pied vient soudainement s'écraser en plein sur son visage. Il tombe au sol. Devant lui se tient Miko, tout juste sorti du bain, vêtue uniquement d'une serviette. Comprenant que Nico habite ici et qu'elle l'a probablement pris pour un intrus, Yu tente de s'expliquer. Mais Nico, déjà en colère, s'apprête à l'attaquer de nouveau. Seulement, elle glisse subitement et tombe. Yu en profite pour la taquiner un peu. Il jette une serviette sur sa tête pour l'essuyer, mais au bout de quelques secondes, Nico se dégage de son emprise, clairement irritée. C'est alors que les deux autres sœurs font leur apparition. Kazuki le dévisage et dit qu'il lui semble familier, tandis que Miwa le reconnaît aussitôt et exige de savoir ce qu'il fait chez elle. Avant même qu'il puisse répondre, son téléphone sonne sur la table. Les trois filles se figent lorsqu'il décroche et mentionnent négligemment le nom de leur père, Monsieur Mikadono. Ce dernier l'appelle pour vérifier s'il est bien arrivé. On apprend alors que la mère de Yu était une vieille amie et bienfaitrice de Monsieur Mikadono. En sa mémoire, il a décidé de veiller sur Yu, dans l'espoir que le talent de sa mère se perpétue à travers lui. Mais ce qui choque le plus Yu, c'est que les trois filles sont en réalité les filles de Mikadono. Ce dernier a simplement oublié de le lui dire. Monsieur Mikadono annonce qu'il s'attend à ce que Yu s'entende bien avec ses filles. Yu, quant à lui, reste bouche bée. Il repense au dernier souhait de sa mère, qu'il puisse un jour avoir une famille heureuse. Et c'est ainsi que ce garçon ordinaire se retrouve, contre toute attente, à faire partie d'une famille composée de 3 sœurs exceptionnelles. Les filles, en apprenant qu'elles vont devoir vivre avec lui, poussent un cri de désespoir. Yu, lui, a l'impression d'être tombé dans un rêve complètement absurde. Nico, agacé, finit par accepter la situation à contre-cœur, affirmant que c'est la décision de leur père, après tout. Kazuki, incrédule, ne comprend pas comment leur père a pu accueillir quelqu'un qu'elle considère comme un raté. Quant à Miwa, elle refuse catégoriquement de s'occuper d'un parasite idiot. Il est clair qu'aucune d'entre elles n'est ravie de la présence de Yu. Mais malgré tout, Yu ne compte pas reculer. Il sait qu'il est banal, mais il est bien décidé à rester fort et à vivre le rêve d'une famille heureuse que sa mère avait toujours imaginé pour lui. Yu se présente officiellement aux 3 sœurs, mais aucune ne semble vraiment s'en soucier. Alors qu'il s'apprête à ranger ses affaires, il marche par mégarde sur ceux qui semblent être un sous-vêtement féminin. Kazuki le lui arrache immédiatement des mains, rouge de gêne. C'est à ce moment-là que Yu remarque que le manoir est dans un état lamentable. En jetant un coup d'œil vers la cuisine, il découvre un spectacle encore pire. Kazuki était censée s'occuper de la vaisselle, mais apparemment, elle ne l'a jamais fait. Des éclats de verre encombrent l'évier et Yu les ramasse prudemment un à un. Il comprend que Kazuki avait tenté de faire la vaisselle, mais sans grand succès. Puis, il tombe sur une montagne de linge sale. C'est Miwa qui en avait la charge. Elle avoue avec nonchalance qu'elle a oublié comment faire, malgré sa capacité à mémoriser des choses bien plus complexes. Pour s'en sortir, elle a même griffonné des instructions de lavage sur ses propres mains. Miko, responsable des tâches ménagères, se moque alors des résultats de Yu au test d'aptitude, l'accusant de révéler au grand jour leur incompétence. Mais Yu n'y prête aucune attention. Une fois leur déluge d'insultes terminé, il ne réagit même pas. La maison est déjà étincelante. Et c'est là que Miko fait enfin le lien.
C'est lui aussi qui avait nettoyé le dojo. Yu tente une nouvelle fois de se faire bien voir, souriant et affirmant qu'il peut faire ce genre de ménage quand elles veulent. Il a la tête de l'emploi, c'est certain. S'il n'était pas aussi nul dans tout le reste. Le lendemain matin, Yu se réveille au son de son réveil, s'attendant à une journée paisible puisqu'il n'y a pas école. Mais cette illusion vole rapidement en éclats quand des bruits sourds résonnent dans toute la maison. Il n'est que 7 heures du matin et Miko est déjà à l'entraînement dans son dojo privé. Dans une autre pièce, Miwa est plongée dans un jeu vidéo intense, débattant furieusement avec une IA pendant qu'elle martèle les touches de sa manette. Quant à Kazuki, elle est en cuisine, en train de mélanger tranquillement une boisson verdâtre douteuse comme partie de sa routine matinale. Yu se rend compte à quel point il est différent des 3 sœurs. Même en l'absence de cours, elles ont toutes quelque chose à faire, le laissant seul dans la maison. Il espérait pouvoir partager le petit déjeuner avec elle, mais Kazuki semble pressé. Il se tourne alors vers Miwa, qu'il trouve affalée devant une montagne de snacks qu'elle considère visiblement comme son repas du matin. Il tente de la mettre en garde contre les sucreries dès le réveil, mais l'éclat dans ses yeux lui fait vite comprendre qu'il ferait mieux de se taire. Alors qu'il commence à préparer son propre petit déjeuner, ses pensées dérivent doucement vers sa vie d'avant, celle qu'il partageait avec sa mère. À chaque fois qu'il préparait le petit déjeuner, sa mère ne mangeait presque jamais avec lui. Toujours occupée, toujours centrée sur elle-même. Ce comportement, Yu le connaît bien. Les prodiges vivent souvent enfermés dans leur propre monde. S'il n'a jamais réussi à créer un vrai lien avec sa propre mère, comment pourrait-il espérer vivre en paix avec 3 sœurs aussi talentueuses? Alors qu'il mange seul, Yu remarque le regard de Miko fixé sur son assiette. Elle est surprise d'apprendre qu'il a cuisiné avec des ingrédients presque périmés. Quand il lui propose une part, elle hésite un instant, visiblement tentée, mais se ravise rapidement en se rappelant son régime strict. Son plat est peut-être savoureux, mais bien trop déséquilibré pour quelqu'un qui s'entraîne au quotidien comme elle. Alors que les 3 sœurs se pressent pour partir, Yu reste seul à table. Il repense à sa mère, qui elle aussi suivait des régimes draconiens pour certains rôles. Maintenant, tout s'éclaire. Kazuki fait de même pour préserver son image de star. Miwa grignote sans arrêt pour rester mentalement alerte. Nico suit une routine stricte pour garder son corps au sommet. Les prodiges sont souvent tellement concentrés sur eux-mêmes qu'ils finissent par ignorer ceux qui les entourent. Yu se souvient que, parfois, sa propre mère lui faisait peur. Il s'était éloigné d'elle, incapable de comprendre son monde. Alors que les 3 filles s'apprêtent à franchir la porte, elles se disputent sur qui est responsable du retard. Juste avant qu'elles ne partent pour de bon, Yu les arrête. Il leur annonce qu'elles ont oublié quelque chose. Affolées, elles fouillent leur sac à toute vitesse, pour finalement se rendre compte qu'elles n'ont rien oublié. Agacées, elles le réprimandent pour les avoir inquiétées pour rien. C'est alors que Yu ajoute, d'un ton calme, « Ce que vous avez oublié, c'est de dire astérisque bonne journée ». Plutôt que de les attendrir, ces mots provoquent un malaise général. Sans répondre, elles reprennent leur chemin, balayant l'étrangeté de l'instant d'un haussement d'épaule. Son message n'a clairement pas eu l'effet escompté, mais Yu reste déterminé à réessayer. Nico, en marmonnant, trouve la remarque stupide. Mais lorsqu'elle croise son reflet dans la vitre, elle remarque ses joues rougies. Et Yu, Kazuki, Miwa... Chacun d'eux repensera à ces mots dans la journée, même s'ils ne l'avoueront jamais. Au fond d'eux, ils ont trouvé ça plutôt agréable. De retour au manoir, Yu fait la vaisselle quand son téléphone sonne. C'est Monsieur Mikadono. Il appelle simplement pour prendre des nouvelles et l'informer qu'il sera rarement à la maison à cause de son travail. Autrement dit, Yu passera la plupart de son temps seul avec les 3 sœurs. Il lui confie également une faveur. En tant que prodige, ces filles seront un jour confrontées à leurs propres défis. Il veut que Yu soit là pour elles lorsqu'elles en auront besoin. S'il y parvient, Monsieur Mikadono est convaincu que les filles finiront par s'ouvrir à lui. Mais Yu ne peut s'empêcher de douter. Comment un garçon aussi ordinaire que lui pourrait-il être utile à des filles aussi... Le père de Yu lui explique que Kazuki doit passer une audition importante. Nico a un tournoi d'arts martiaux à venir et Miwa participe à des compétitions de shogi. C'est, selon lui, une occasion parfaite pour Yu de les aider. Mais Yu n'a aucune idée de comment un bon à rien sans talent comme lui pourrait être utile à des prodiges pareils. Cependant,
Lorsqu'il commence à imaginer les filles échouer dans ce qu'elles savent faire de mieux, il se remémore la douleur de ses propres échecs et surtout ce regard de déception dans les yeux de sa mère. Alors, il décide de faire ce qu'il peut. Et pour commencer, il veut mieux les connaître, en partageant les repas avec elles. Plus tard, après son entraînement, Nico rentre au manoir. En voyant Yu en train de cuisiner, elle pousse un cri aigu, oubliant un instant qu'ils vivent ensemble. Mais quand elle le voit goûter ses plats, elle rougit violemment. Astérisque, il est carrément canon. C'est un juste astérisque. Yu lui propose alors de goûter à ce qu'il a préparé. Tentée, elle s'apprête à accepter, puis se ressaisit brusquement. Elle refuse d'un ton sec, déclarant qu'elle ne se laissera pas dompter par ses petits plats. Elle disparaît pour aller prendre une astérisque douche de beauté. Mais à son retour dans la cuisine, elle découvre Yu en pleine frénésie culinaire, entourée de livres de recettes étalés sur le comptoir. C'est à ce moment-là que Miwa débarque elle aussi dans la cuisine. Yu, avec passion, leur annonce qu'il va leur concocter les meilleurs repas possibles. Mais les filles, peu impressionnées, le rejettent sans ménagement. Cela rappelle à Nico comment, avec ses sœurs, elles ont toujours rejeté la cuisine des domestiques. Elle était convaincue qu'elle devait contrôler chaque chose qu'elle ingérait pour rester dans la meilleure forme possible. Mais alors qu'elle mâchonne tristement son éternelle poitrine de poulet sèche, elle jette un œil à ceux que Yu a cuisinés. Et là, elle salive immédiatement face au festin appétissant qui s'offre à elle. C'est à ce moment que Yu surgit derrière elle, l'air intense. Il lui explique avec un sérieux presque inquiétant que chaque plat est soigneusement équilibré, riche en nutriments et parfaitement adapté à son régime de sportive. Sous l'insistance de Yu, Nico finit par céder. Alors qu'il s'effondre de fatigue, il lui confie que tous les plats ont été conçus sur les recommandations de diététiciens, rien que pour elle. Nico rougit en comprenant qu'il a fait tout cela, juste pour elle. Quand elle goûte enfin, elle ne peut s'empêcher de le féliciter. Son visage s'éclaire. Son cœur se trouble. Yu, lui, s'imagine avoir apprivoisé un petit chat errant avec une bouteille de lait. Pendant ce temps, Miwa, en train de les épier discrètement, salive en secret. Lorsqu'elle finit par descendre, Yu l'assaillit aussitôt d'explications scientifiques sur son plat, affirmant que les acides qu'il a utilisés sont parfaits pour stimuler ses capacités cérébrales. Intriguée et affamée, Miwa accepte finalement de goûter. C'est alors que Nico réalise que Yu a aussi cuisiné en pensant au goût de Miwa. Pendant qu'ils mangent, les sœurs commencent à discuter de combien de temps s'est écoulé depuis leur dernier repas ensemble. Yu, attendrie, les observe avec un petit sourire. Mais soudain, Kazuki surgit, interloquée de voir ses sœurs à table ensemble. Comme à son habitude, Yu se met à lui vanter les bienfaits de son plat, expliquant qu'il pourrait sublimer ses talents et même lui donner un teint parfait pour la scène. Contre toute attente, Kazuki le rejette froidement. Nico essaie de prendre sa défense, mais Kazuki réplique que les repas en famille, ce n'est pas pour elle. Yu, dévastée, la compare à un chat sauvage qui refuse qu'on le nourrisse. Touché par ses efforts, Nico, se sentant mal pour lui prend le plat des mains et commence à manger. C'est alors que Yu lance soudainement que le plat de Kazuki est bourré de glucides et qu'il risque de la faire grossir, ce qui met Nico hors d'elle, elle qui essayait juste d'être gentille. Mais Yu la rassure doucement, lui promettant de l'aider à surveiller son alimentation. Nico rougit instantanément, plus rouge encore qu'une tomate bien mûre. 3 jours plus tard, Yu fait sa rentrée scolaire. Il pense toujours à comment briser la carapace de Kazuki et accomplir le souhait de leur père, aider ses filles à s'épanouir. Il décide de l'aborder de front. Il la rejoint alors qu'elle est littéralement encerclée par ses fangirls qui la couvrent de compliments. Dès qu'elles le reconnaissent, les filles se moquent de lui, le traitant de bon à rien. Kazuki, amusé, se joint à elle, mais Yu ne se laisse pas démonter. Il la supplie de ne plus repousser ses avances et d'accepter son cadeau spécial, convaincu que cela la rendra heureuse. Sauf que, alors que Yu parle de nourriture, tout le monde croit qu'il évoque quelque chose de beaucoup plus intime. La foule s'exclame, l'accusant de chatouiller le cornichon d'un loser. Pris de panique, Yu détale à toutes jambes, fuyant le chaos qu'il vient, encore, de provoquer. Yu décide alors d'approcher Nico pour lui demander de l'aide afin de se rapprocher de Kazuki. Mais dès qu'il l'interpelle,
Nico se fige, les joues rouges, ne pouvant penser à autre chose qu'à combien il l'a fait chavirer. Sees Amy, intriguée par la familiarité de You envers Nico, le confronte sur le champ. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Nico surgit avec une aura glaciale et écrasante, réduisant ses camarades au silence. Terrorisé, You prend la fuite et court vers son dernier espoir, Miwa. Pendant ce temps, Miwa est en classe, concentrée, sur une partie de shogi sur son téléphone. Lorsqu'elle entend ses camarades bloqués sur un exercice de maths, elle donne la réponse du tac au tac. Mais au lieu d'être admirée, les autres élèves sont terrifiés par son intelligence froide et tranchante. Yu arrive alors et remarque que, contrairement à ses sœurs, Miwa est aussi silencieuse ici qu'elle ne l'était chez eux. Il tente de discuter avec elle et lui propose de déjeuner ensemble. Miwa décline sans détour et s'éloigne tranquillement. Mais Yu n'abandonne pas. Il se met à la poursuivre dans tout le campus, déclenchant une véritable chasse au trésor, pour un simple déjeuner. À la fin, tous deux s'écroulent, épuisés. Yu réalise alors que Miwa est aussi nulle que lui en sport. Il lui fait remarquer qu'elle est très réservée en classe. Miwa lui confie qu'en tant que l'une des 3 royales, elle a du mal à s'intégrer et à parler des choses de fille avec les autres. Yu, dans un élan de sincérité, lui dit qu'il comprend, lui aussi étant un royal, mais un royal raté qui échoue dans tout ce qu'il entreprend. Miwa, touchée malgré elle, éclate de rire et le traite d'idiot. Après ce moment de calme, ils finissent enfin par déjeuner ensemble. Miwa lui donne un précieux conseil. Pour se rapprocher de Kazuki, il doit découvrir ce qu'elle aime vraiment manger. Elle se souvient qu'enfant, Kazuki avait demandé à leur mère un plat très spécial. Yu comprend alors que le seul moyen de toucher Kazuki, c'est de recréer le plat favori qu'elle mangeait enfant, la cuisine de leur mère. De retour à la maison, Yu se met en cuisine, déterminée à concocter ce plat si spécial. C'est à ce moment que Kazuki entre dans la pièce, avant de s'écrouler soudainement devant lui. Il découvre rapidement qu'elle souffre d'une forte fièvre. Alors que chacun tente de prendre soin d'elle, Kazuki rejette toutes leurs tentatives et les chasse de sa chambre, refusant leur aide. Mais Yu ne baisse pas les bras. Il continue de lui envoyer des plats dans l'espoir qu'elle les goûte. Mais Kazuki les rejette un à un, les qualifiant de répugnants. Yu finit par entrer de force dans la chambre de Kazuki pour lui apporter son plat. Lorsqu'elle tente de le chasser, elle vacille, affaiblie, et s'effondre sur lui. Il lui dit calmement qu'à ce rythme, elle va rater toutes ses répétitions, et lui propose alors de devenir son partenaire de scène jusqu'à ce qu'elle se remette. Fière, Yu se vante d'être le fils de la grande actrice Subaru et d'avoir commencé à jouer dès son plus jeune âge. Kazuki, intriguée, se demande si elle n'est pas face à un futur prodige. Mais l'illusion se brise aussitôt que Yu commence à lire son texte. Il a la voix d'une vache mourante. Kazuki le met immédiatement à la porte, le traitant d'incapable. Pourtant, Yu ne baisse pas les bras. Jour après jour, il revient avec la même proposition, jouer avec elle. Et jour après jour, il se fait jeter dehors. Cela commence à agacer Kazuki. Elle, toujours parfaite, constante, impeccable. Lui, pitoyable, chaotique, tenace. Mais une nuit, alors qu'elle descend dans le salon, elle le découvre en train de regarder toutes ses performances à la télévision. Il récite ses lignes à voix haute, maladroitement, mais avec détermination. Kazuki, silencieuse, se sent touchée. Même s'il reste un acteur déplorable, son acharnement ne laisse pas son cœur indifférent. Le lendemain, Yu est de retour dans sa chambre, prêt pour une nouvelle séance. Mais cette fois, Kazuki, repensant à la scène de la veille, ne le chasse pas. Elle s'assied à côté de lui et commence à jouer. Yu, ému, sent quelque chose se débloquer. Et, à la surprise générale, il prononce une réplique, à la perfection. Submergé par l'émotion, Yu fond en larmes, appelant sa mère à travers les sanglots, incapable de croire qu'après plus de 10 ans d'efforts, il a enfin réussi à bien jouer une seule ligne. Kazuki, de son côté, l'observe en silence, un léger pincement au cœur.
Elle, qui a toujours été talentueuse, ne comprend pas cette passion brûlante qui pousse Yu à continuer malgré les échecs. Dans un souffle, elle admet sa défaite. Elle accepte enfin de manger ce qu'il lui a préparé pour pouvoir se rétablir plus vite. Yu explose de joie et lui promet de lui cuisiner un véritable chef-d'œuvre. Mais Kazuki l'interrompt et lui dit qu'elle a une requête. Avant de poursuivre, elle se blottit dans son lit, rouge de honte. Après avoir pris son courage à 2 mains, elle lui avoue à voix basse qu'elle n'aime pas les carottes, ni les champignons, ni les poivrons, ni bien d'autres légumes encore. Yu reste interdit un instant et comprend soudain que tout ce temps, Kazuki n'était pas difficile à soigner. Elle était simplement une enfant capricieuse à table. Ce matin-là, Nico et Miu restaient figés, incrédules. Kazuki était en train de manger avec eux. Et pas seulement ça, elle mangeait de la vraie nourriture. Yu passa à côté, félicitant distraitement Kazuki d'avoir terminé sa soupe. Elle haussa les épaules, répondant que c'était bon tant qu'il n'y avait pas de carottes. Ce qu'elle ignorait, c'est que Yu en avait discrètement râpé dedans. En mangeant son propre repas, Yu ressentit un profond soulagement. Il avait fallu du temps et des efforts pour réussir à les réunir tous autour de la même table, et ils n'étaient pas faciles à gérer. Mais à la tombée de la nuit, sa joie s'estompa peu à peu. L'une après l'autre, les sœurs envoyèrent un message. Elles ne rentreraient pas dîner. Yu essaya de faire bonne figure, mais une pointe de déception se glissa dans sa voix, juste au moment où il pensait qu'il redevenait enfin une famille. Heureusement, avoir eu une mère prodige l'avait habitué à être laissée de côté. Elle ne rentrait parfois pas pendant des mois, entièrement absorbée par son travail. Mais c'est cette même dévotion qui avait fini par les éloigner. Et aujourd'hui, il ne pouvait s'empêcher de comparer les sœurs Mikadono à elle. Elles étaient toutes des prodiges, alors que lui se sentait insignifiant dans leur ombre. Et pourtant, il ne pouvait ignorer le fait que M. Mikadono lui avait personnellement demandé de veiller sur ses filles, une responsabilité qui pesait lourdement sur lui, même s'il ne savait pas comment s'y prendre. Dans le silence, ses pensées dérivèrent vers sa mère et son ultime souhait, qu'il puisse fonder une famille heureuse. Le problème, c'est qu'il ne savait pas vraiment ce qu'était une famille heureuse. Cherchant des réponses, il pensa à son film préféré, celui où sa mère jouait une mère aimante. Le regarder l'avait toujours profondément touché. Il n'y avait pas de drame excessif, juste des sourires, des rires, des conversations simples. C'était ce genre de famille qu'il voulait créer. Bientôt, la table se retrouva couverte de DVD de cette série de films. Un par un, il les visionna tous, jusqu'à arriver à cette scène où sa mère, l'actrice principale, portait une robe de mariée et épousait le héros. Elle voulait qu'il ait une famille heureuse, lui aussi. Mais Yu ne pouvait s'empêcher de sentir le poids du réel. Les films étaient bien loin de la vraie vie. Tellement absorbé par le film, Yu perdit la notion du temps. Les sœurs Mikadono finirent par rentrer, épuisées par leurs diverses courses. En entrant dans le salon, elles restèrent pétrifiées en voyant Yu, les larmes aux yeux, devant la télévision. Miwa s'approcha, curieuse de savoir ce qui l'avait autant émue, et fut stupéfaite en découvrant qu'il avait regardé toute la série d'une traite. Kazuki, silencieuse, reconnut aussitôt l'actrice à l'écran, Sumaru. En voyant cela, Kazuki en déduit rapidement que Yu doit terriblement s'ennuyer de sa mère. Prenant une inspiration discrète, elle lui dit qu'il n'a pas besoin de continuer à cuisiner ou faire le ménage pour se faire accepter. Miwa ajoute doucement qu'il pourrait se détendre un peu, et Nico, sans filtre, lâche qu'il est de toute façon juste un parasite. La remarque surprend Yu, qui se redresse et répond fermement qu'il ne se considère pas comme un parasite. Malgré les différends qu'il avait avec sa mère, il a fini par réaliser qu'il se ressemblait plus qu'il ne le pensait. Alors cette fois, il veut bien faire les choses. Il veut créer un lien avec elle, avoir une vraie famille, sincèrement. Mais les sœurs ne semblent pas comprendre. Nico ricane, affirmant que la famille est surestimée, surtout pour des gens comme elle. Et puis, comment quelqu'un comme Yu pourrait-il être considéré comme un membre de leur famille? C'est à ce moment-là que la scène du mariage passe à l'écran. La déclaration du héros à Subaru, dans laquelle il exprime son désir de fonder une famille, touche une corde sensible, mais pas de la manière que Yu espérait. Les 3 sœurs se figent, frappées par une même pensée. Elles comprennent tout de travers, persuadées que Yu veut les épouser toutes et faire d'elles ses épouses.
Ignorant complètement les pensées tordues qui leur traversent l'esprit, Yu continue et demande à Nico quand est son anniversaire. Les filles le regardent, perplexes. Il explique que puisqu'ils sont tous dans la même année scolaire, il veut savoir qui est la plus âgée pour déterminer qui serait l'aîné dans leur famille. Mais plus il parle, plus les 3 sœurs rougissent, ulcérées. Sans le laisser terminer, elles crient en chœur qu'il n'est qu'un parasite et quittent la pièce d'un pas rageur. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se détend dans le bain, Nico se surprend à penser à Yu. Elle trouve étrange à quel point il semble indifférent, malgré le fait qu'ils vivent avec 3 filles. Soudain, un cri retentit depuis la cuisine, la faisant sursauter. Yu a oublié d'acheter du pain pour les sandwichs et panique complètement. Mais lorsqu'il se retourne et la voit dans cet état, son inquiétude change de cible. Il lui fait doucement remarquer qu'elle ne porte qu'une serviette et risque d'attraper froid. Rouge de honte, Nico détale hors de la cuisine et manque de percuter Miwa, qui remarque immédiatement à quel point son visage est écarlate. Gêné, Nico prétend que c'est juste la chaleur du bain, mais Miwa n'est pas dupe. Elle n'a passé que 5 minutes là-dedans. Miwa commence à recoller les morceaux. Nico n'a jamais réagi comme ça quand quelqu'un la voyait nue par accident. Alors qu'est-ce qui a changé? Elle plisse les yeux, suspicieuse, et Nico nie farouchement qu'à ce moment-là, Yu entre dans la pièce, les bras chargés de linge fraîchement plié, et le tend à Miwa. En attrapant la pile, sa main frôle celle de Yu. Instantanément, son visage vire au rose. Elle retire sa main d'un geste brusque, ce qui pousse Nico à se demander si, elle aussi, n'aurait pas un petit faible pour Yu. Et quand Nico laisse échapper un astérisque, aussi astérisque sans réfléchir, Miwa se fige. L'implication est claire. Nico a forcément un faible pour lui. Nico panique et les 2 sœurs se lancent dans une dispute ridicule, enchaînant les dénégations. Pendant ce temps, Yu, toujours aussi ignorant de ce qui se passe vraiment, ramasse calmement les vêtements que Miwa a fait tomber et recommence à les plier. Au milieu du vacarme, Kazuki finit par intervenir et sermonne ses sœurs. Yu se tourne alors vers elle et lui demande poliment si elle peut poser une casserole sur l'étagère du haut, hors de sa portée. Kazuki, étonnamment de bonne humeur, accepte. Mais quand Yu la remercie avec un sourire lumineux et sincère, elle sent ses joues s'empourprer. Elle se détourne précipitamment, espérant qu'il ne l'ait pas remarqué. Mais Miwa et Nico, elles, ont tout vu et commencent aussitôt à la taquiner. Yu, toujours complètement à côté de la plaque, leur demande d'arrêter de se chamailler, pensant qu'il s'agit simplement de leurs disputes habituelles. Les filles finissent par quitter la pièce une à une, laissant Yu seul. En observant autour de lui, Yu remarque le désordre laissé derrière. Sans un mot, il se met à ranger. En nettoyant la table, il repense à tout ça. Oui, les films sont bien différents de la réalité. Et pourtant, ce jour-là, quand ils avaient tous mangé ensemble, c'était réel. Il espère sincèrement qu'ils vivront encore de ces moments-là. En ramassant les affaires éparpillées, Yu tombe sur une vieille photo. Les 3 sœurs y apparaissent enfants, souriantes, les bras l'une autour de l'autre. Elles avaient l'air si heureuses. Rien à voir avec la distance qu'ils ressentent aujourd'hui. Intrigué, il demande à chacune qui a laissé cette photo-là. Aucune ne répond. Chacune nie. Mais Yu n'est pas dupe. Il est sûr que l'une d'entre elles l'a posée là. Quelqu'un tient encore à se souvenir. Il en est certain. Et Yu décide qu'il veut aider à raviver ce lien. Le lendemain, les sœurs l'informent qu'elles seront toutes absentes ce week-end, chacune ayant des obligations liées à ses ambitions personnelles. En classe, Yu a du mal à se concentrer. L'idée qu'elle s'éloigne encore plus le tourmente. Alors, discrètement, il commence à faire des recherches sur leurs destinations respectives. En consultant les agendas de chacune sur son téléphone, une idée commence à germer dans son esprit. La veille de leur départ, Yu fait de son mieux pour tout préparer. Il leur prépare des boissons pour le voyage, réserve lui-même leurs hôtels afin de leur alléger la charge. Il tend à chacune un billet d'hôtel, avec un sourire sincère, leur offrant un peu de réconfort. Miwa, cependant, ricane en disant que la nourriture des hôtels est généralement mauvaise. Yu la taquine en disant qu'elle va regretter sa cuisine, ce qu'elle nie aussitôt avec une moue. Malgré tout,
Il leur promet de leur préparer un délicieux dîner à leur retour. Le lendemain, Miwa entre dans son premier match de shogi. Calme et précise, elle lit la stratégie de son adversaire et remporte la partie avec des coups nets. Alors qu'elle s'apprête à partir, son mentor vient à sa rencontre. Il la prévient. L'adversaire de demain sera d'un tout autre niveau, un joueur de rang équivalent à un maître de 4e degré. Même pour une génie comme elle, la compétition peut devenir rude. En regagnant l'hôtel, l'avertissement de son mentor résonne encore dans sa tête. Un adversaire redoutable l'attend, et elle sait qu'elle devra s'entraîner davantage dès ce soir. Mais alors qu'elle marche sous les cerisiers en fleurs, le festival nocturne attire son regard. La beauté de la scène ralentit son pas, éveillant en elle des souvenirs d'il y a plusieurs années. À la réception de l'hôtel, juste au moment où elle s'apprête à s'enregistrer, Miwa remarque Kazuki devant elle. Leurs regards se croisent, toutes deux surprises. Kazuki explique que son théâtre de performance se trouve à 2 pas. Miwa réalise alors que son tournoi de shogi se tient au même endroit. Quelques instants plus tard, Nico arrive à son tour, tout aussi étonné de les trouver là. Il s'avère que sa propre compétition a lieu dans les environs également. Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre cette étrange coïncidence, Yu surgit. Un grand sourire aux lèvres, son sac à dos en bandoulière. Il admet que c'est son œuvre. Sachant que les sœurs ne parlaient jamais de leurs projets entre elles, il a secrètement tout organisé pour qu'elles logent à proximité les unes des autres. Yu voulait simplement les rapprocher un peu. Les 3 trouvent l'idée absurde, mais Yu insiste. C'est une occasion unique de tisser des liens familiaux, un moment pour elles 3 en tant que sœurs. Toujours perplexe, elle lui demande ce qu'il fait là, lui. Yu affiche un sourire malicieux et leur répond qu'il est leur chef de festival. Puisqu'elles sont déjà dans le coin et que ce soir a lieu le Astérisque Festival nocturne des fleurs de cerisier astérisque, il leur propose d'y faire un tour. Mais au fond, Yu cache une intention plus personnelle. Ce même festival apparaît sur la vieille photo qu'il a retrouvée. Il a deviné que celle qui y tenait encore souhaitait peut-être revivre ce moment. À sa grande surprise, les 3 sœurs réagissent exactement de la même manière. Elles trouvent son idée ridicule. Après tout, elles ne sont pas là pour se divertir, mais pour concourir. Préparées à leur refus, Yu leur explique que le sanctuaire du festival est réputé pour porter chance aux compétiteurs. Nico ricane, lançant que seuls les perdants comptent sur les prières, pas les génies comme elle. En réponse, Yu sort un petit livret rempli de noms de prodiges renommés qui ont visité ce sanctuaire pour y chercher l'inspiration. Les sœurs sont visiblement surprises. Yu ajoute que la foi compte autant que le talent. Et puis, Yu leur montre aussi des photos des différents plats proposés dans les stands du festival, ceux qui captent immédiatement l'attention de Nico et Miwa. Kazuki est la première à réagir, acceptant de venir. Elle y voit une occasion parfaite d'augmenter l'engagement sur ses réseaux sociaux. Mais elle prévient ses sœurs. Si elles veulent l'accompagner, elles devront s'habiller convenablement. Sur phase, Yu révèle qu'il a déjà fait des recherches sur les meilleures boutiques pour louer des tenues de festival. Ils se rendent alors dans un magasin de kimonos et dès que les vendeurs posent les yeux sur les 3 sœurs, leur visage s'illumine d'admiration. Yu demande des kimonos pour chacune et le personnel se presse, enthousiaste à l'idée de les habiller. Kazuki est la première à enfiler une tenue, un kimono sobre et élégant dont la simplicité met en valeur son port naturel et sa grâce. Miwa enfile à son tour un kimono vert orné de petits chats, parfaitement en accord avec son énergie douce et légèrement espiègle. Yu, attendrie, ne peut s'empêcher de prendre des photos, un sourire sincère sur les lèvres. Mais lorsqu'il se tourne vers Nico, elle est toujours assise, silencieuse, dans un coin. Elle marmonne qu'elle n'aime pas porter de kimono. Yu l'encourage avec douceur, lui rappelant qu'il existe une infinité de styles à découvrir. Une vendeuse s'approche alors et lui propose un kimono en jean, affirmant qu'il conviendrait parfaitement à une fille forte et élégante comme elle. La remarque prend Nico de court. Elle se revoit enfant quand elle adorait les robes à volants, mais qu'on la qualifiait sans cesse de garçon manqué.
Ce jugement l'a suivi depuis, jusqu'à aujourd'hui. Yu lui tend ensuite un kimono rose pâle, orné de motifs délicats de fleurs de cerisier. Même ses sœurs échangent des regards sceptiques, murmurant que ce genre de style trop doux et féminin ne lui correspond pas. Mais Yu, lui, est convaincue que ce sera parfait. Maintenant, elle a 2 choix devant elle, et c'est à elle seule de décider. Les minutes passent. Nico est toujours enfermé dans la cabine d'essayage. 6 sœurs commencent à s'impatienter, se demandant ce qu'elle fabrique. Et enfin, les portes coulissantes s'ouvrent. Nico sort, vêtu du kimono rose. Un silence total s'installe. Personne ne dit un mot. 6 cheveux ont été coiffés avec soin pour s'harmoniser avec la tenue. Son allure, à la fois douce et troublante, laisse tout le monde bouche bée. Nico murmure qu'elle doit sûrement avoir l'air ridicule, fuyant leurs regards. Mais vu la façon dont tous la dévisagent, figée dans une admiration silencieuse, les sœurs, accompagnées de Yu, se promènent à travers le festival animé de cette nuit-là. Cependant, Yu est surprise de voir à quel point Kazuki est populaire. En un rien de temps, elle devient le centre de l'attention, encerclée par une foule d'admirateurs éblouis. Yu avait espéré qu'ils pourraient profiter du festival ensemble, comme une vraie petite famille heureuse. Mais visiblement, Kazuki est passé en mode travail, échangeant avec ses fans, posant pour des photos, avec cette élégance naturelle qui la distingue. La voyant gérer tout cela avec autant de grâce, Yu hésite à intervenir. Heureusement, ses sœurs ne se sentent pas mises de côté. Même en discutant avec la foule, Kazuki garde un œil sur elle et ne tarde pas à repérer Miwa et Miko en train de savourer joyeusement des douceurs du festival. Pendant ce temps, alors que tous les regards sont tournés vers Kazuki, une fille, elle, ne se laisse pas emporter par l'engouement général. À ses yeux, Kazuki est peut-être jolie, mais cela ne change rien au fait qu'elle reste une fille comme les autres. Refusant de suivre la tendance, elle tourne les talons et s'éloigne de la scène. Malheureusement, au moment où elle se retourne, la lanière de sa sandale casse, lui faisant perdre l'équilibre. C'est alors que Kazuki intervient, la rattrapant juste avant qu'elle ne touche le sol. Quand la fille rouvre les yeux, elle se retrouve dans les bras de Kazuki. La foule explose en acclamations, émue par ce geste héroïque aussi inattendu que spectaculaire. Sans prêter attention au tumulte autour d'elle, Kazuki la porte jusqu'à un endroit plus sûr. Yu, qui observait la scène à distance, se précipite à sa suite, faisant tout pour ne pas la perdre de vue dans cette mer de monde. Une fois certaine que la fille ne risque plus rien, Kazuki tente de retourner au cœur de l'événement, mais Yu la tire brusquement derrière un buisson. À l'abri des regards, Kazuki s'apprête à lui faire la leçon pour cette initiative soudaine, mais Yu lui tend alors un sac rempli de nourriture. Kazuki tente d'abord de refuser, mais Yu sort un dernier objet, un petit pansement. Il avait remarqué plus tôt qu'elle boitait légèrement. Il en déduit qu'il y a un souci avec ses sandales. Sans hésitation, il l'encourage à poser un pansement sur son pied. Kazuki ressent un léger malaise, presque une gêne, en se demandant si Yu l'avait observé pendant tout ce temps. Mais lorsqu'il insiste pour qu'elle lui montre son pied, il découvre l'ampleur de la blessure et réalise qu'elle a tout de même porté quelqu'un dans cet état. Tu te demandes pourquoi elle n'en a jamais parlé. Kazuki explique alors que, dans son rôle de prince aux yeux de tous, demander de l'aide reviendrait à décevoir les attentes qu'on place en elle. Mais Yu insiste. Ça ne devrait pas avoir d'importance. Chacun mérite le droit d'être soi-même, sans masque ni façade. Sur ces mots, il propose de s'occuper de sa blessure et Kazuki finit par céder. Pendant que Yu applique doucement le pansement sur la zone sensible, Kazuki sent une chaleur douce lui monter au visage. Elle rougit légèrement, troublée. Pendant ce temps, ailleurs dans le festival, Miwa et Nico se trouvent devant un stand de jeu. Nico devient de plus en plus frustrée à essayer d'attraper un saumon avec une épuisette en papier. Elle échoue à chaque fois. À côté, Miwa éclate de rire, ce qui ne fait qu'aggraver l'irritation de Nico. Heureusement, Kazuki et Yu arrivent à temps pour les rejoindre. Kazuki porte désormais un masque pour éviter d'être reconnu. Les 4 décident alors de se lancer un défi amical. Kazuki et Yu contre Miwa et Nico dans le jeu de pêche au poisson rouge. En jouant, Miwa lance une plaisanterie. Kazuki devrait toujours porter un masque, car il semble plus joyeux que son visage habituellement renfrogné. Au bout d'un moment, Nico casse son épuisette sous le coup de la frustration.
tandis que Miwa enchaîne les prises avec une facilité déconcertante. Kazuki, méfiante, l'accuse à moitié de tricherie, mais Miwa répond avec un sourire narquois qu'il manque simplement d'habileté. De son côté, Yu regarde la scène en fronçant légèrement les sourcils, un peu trop conscient du sérieux avec lequel ils prennent ce jeu de fête. Finalement, il s'éclipse discrètement, laissant volontairement les filles profiter de ce moment entre elles. Avec une détermination tranquille, Yu traverse les allées du festival, se dirigeant droit vers un événement bien particulier, la compétition des nénuphars bondissants. Ce défi annuel consiste à traverser un étang en sautant de plateformes en forme de nénuphar jusqu'à atteindre le torii sacré situé de l'autre côté. La récompense ? Une photo avec le gardien doré du sanctuaire, un être mystique dont on dit qu'il apporte chance et succès, en particulier à ceux qui s'apprêtent à affronter d'importants concours. Yu serre dans sa main une vieille photo usée, celle des 3 sœurs devant le même sanctuaire lorsqu'elles étaient enfants. Son objectif est clair, recréer ce souvenir avec elles, leur faire revivre ces moments de bonheur partagés. Pour lui, remporter ce défi semble être la clé pour ressouder leurs liens. Mais la tâche est loin d'être simple. 1 à 1, les concurrents tombent, éclaboussant l'eau à chaque chute. Il s'avère que certains nénuphars s'enfoncent sans prévenir, et seuls les plus stables permettent de continuer. Il faut donc les repérer soi-même, à l'instinct. Dans la foule, les murmures fusent. Ce jeu serait pratiquement impossible. Même les organisateurs admettent qu'aucun participant n'a réussi à atteindre le torii depuis 10 ans. Mais l'un d'eux se souvient alors. Il y a 10 ans, 3 jeunes sœurs avaient pourtant réussi l'épreuve. C'est au tour du prochain participant. Yu s'avance, prend une profonde inspiration et saute. Mais aussitôt, il chute dans l'eau glacée. Son premier essai est un échec. Sans se laisser abattre, il remonte sur la rive. Les hôtes annoncent que les challengers peuvent retenter leur chance, et Yu se porte volontaire à nouveau. Mais sa deuxième tentative ne vaut guère mieux. Il parvient à peine à franchir quelques plateformes avant de couler. 1 à 1, les autres participants abandonnent. Yu, lui, refuse de renoncer. Il supplie les hôtes de lui accorder encore un tour, puis un autre, et encore un, jusqu'à ce qu'il soit le dernier concurrent restant. Le ciel s'assombrit. La pluie commence à tomber. Les organisateurs le supplient de s'arrêter, de ne pas risquer davantage. Mais Yu reste ferme. Fixant les nénuphars devant lui, il ferme les yeux un instant et il imagine. Il imagine les 3 sœurs, unies, avançant ensemble, utilisant leurs forces respectives pour traverser l'épreuve. Alors, avec une dernière bouffée de courage, il se lance dans une course finale. Un saut désespéré. Et cette fois, ses pieds touchent enfin le sol ferme, juste devant le torii sacré. Le présentateur s'approche, prêt à lui prendre en photo avec le gardien doré du sanctuaire. Mais Yu refuse. Il tourne les talons et s'élance en direction de l'endroit où se trouvent les sœurs. La pluie s'intensifie. Les haut-parleurs annoncent la fermeture anticipée du festival. Trempé, haletant, Yu s'arrête au milieu de la route, scrutant les lieux désormais vides. Son cœur se serre. Une pensée lui traverse l'esprit. Miwa est sûrement déjà rentré. Il repense à leurs paroles d'avant, à leur réticence à participer au festival. Et peu à peu, le doute s'installe. Peut-être a-t-il été trop insistant. Peut-être a-t-il voulu forcer quelque chose, au risque de les éloigner davantage. Il se laisse tomber au sol, ferme les yeux, accablé. Mais lorsqu'il les rouvre, elles sont là. Les 3 sœurs, debout sous leur parapluie, le regardent avec douceur. Elles lui demandent pourquoi il n'est pas revenu plus tôt. Elles ont cru qu'il les avait laissées derrière, mais elles étaient trompées. Maintenant, c'est à lui de les guider, pour les ramener à l'hôtel. Mais elles n'avaient pas pu trouver de parapluie pour lui. Alors, chacune d'entre elles s'était proposée pour partager le sien avec lui. Au final, elles ont encore fini par se disputer à ce sujet. De retour à l'hôtel, les 3 sœurs prennent un bain ensemble. Kazuki et Miwa discutent tranquillement du festival, échangeant quelques impressions légères. Nico, en revanche, reste étrangement silencieuse.
Son esprit est encore absorbé par ce qui s'est passé un peu plus tôt. Toutes les trois voulaient partager leur parapluie avec Yu, ce qui avait mené à une partie de pierre-papier-ciseaux. C'est Nico qui a gagné. Et même si ce n'était qu'une courte promenade, l'expérience a été étrangement intense pour elle. Son cœur battait à tout rompre à chaque pas. Même maintenant, elle ne comprend pas pourquoi. Peut-être est-ce juste à cause du kimono, se dit-elle. Mais alors qu'elle y réfléchit, elle se met à bouger de manière étrange, hésitante et distraite. Ses mouvements bizarres attirent l'attention de Kazuki et Miwa. Elle reste figée une seconde avant d'éclater de rire. En la taquinant gentiment, elle plaisante. « Tu veux vraiment devenir une vraie femme, hein ?» Une fois le bain terminé, les sœurs retournent dans leur chambre pour découvrir Yu en train de sortir du hall, complètement trempé, couvert de boue et de pluie. Intriguée, elles lui demandent où il compte aller. C'est là qu'il leur avoue avoir oublié de réserver une chambre. Et maintenant, l'hôtel est complet. Il prévoit donc de chercher un autre endroit pour passer la nuit, même s'il doit dormir dans un cybercafé. Les trois sœurs restent figées, sous le choc. Mais soudain, Kazuki prend la parole. Elle demande un futon supplémentaire à la réception. Peu après, Yu étale son lit au sol, dans leur chambre. Ce qui, évidemment, va totalement à l'encontre de son idée initiale. Laisser les sœurs profiter d'un moment de rapprochement, rien qu'entre elles. Mais il était impensable de le laisser dehors, sous une pluie battante. Elles essaient de faire comme si de rien n'était, mais leur inquiétude est évidente. Après tout, ils ont déjà vécu sous le même toit. Lui offrir un abri ce soir-là n'est rien d'autre qu'un geste naturel. Yu leur dit de faire comme s'il n'était pas là, puis s'éclipse pour aller chercher un yukata et prendre son bain. Mais alors qu'il tourne un coin du couloir, il manque de peu de heurter Kazuki, qui marchait dans l'autre sens. Il s'excuse rapidement. Kazuki sent ses joues s'échauffer, mais tente de le dissimuler. Malheureusement, aucun yukata de rechange ne semble disponible. Miwa, toutefois, insiste. Il devrait bien y avoir des vêtements de rechange dans les placards. Elle commence à fouiller. Yu la rejoint pour l'aider, mais au moment où elle se retourne brusquement, leurs visages se retrouvent à quelques centimètres l'un de l'autre. Miwa rougit aussitôt, complètement prise au dépourvu. De son côté, Nico fouille un autre meuble. Yu remarque alors un yukata posé tout en haut d'une étagère, hors de portée. Sans réfléchir, il s'approche pour l'attraper. Dans le mouvement, il se retrouve à coller presque Miko contre la porte du placard. Elle reste figée, le visage cramoisi, incapable de bouger. Yu parvient enfin à attraper le vêtement. Il s'excuse à la hâte et se dirige vers la salle de bain, réalisant soudain que cette chambre paraît vraiment trop étroite pour 4 personnes. Depuis la salle d'eau, sa voix résonne à travers la porte. Il ne cesse de s'excuser d'avoir interrompu leur moment entre sœurs. De l'autre côté, les trois restent immobiles, incertaines. Comment sont-elles censées se détendre? Avec lui, juste là. Cette nuit-là, les trois sœurs ont du mal à trouver le sommeil. Chacune d'elles se tourne et se retourne sur son futon, incapable de trouver le repos, une étrange nervosité dans le cœur. Mais elles font semblant. Elles se disent que c'est simplement l'excitation du festival, rien de plus. Allongé sur sa couchette, Yu, lui, garde les yeux ouverts, un sourire discret sur les lèvres. Il repense à la journée, à ses hauts et ses bas. Mais surtout, à cette photo. Malgré le chaos, il avait réussi à prendre un cliché parfait des trois sœurs devant le sanctuaire doré. Leur première pose était un peu raide, maladroite. Mais la dernière? 3 sourires sincères, lumineux, comme à l'époque de leur enfance. Il tend la main vers son sac, cherchant à sortir l'ancienne photo pour comparer. Mais elle a disparu. Une légère panique monte en lui, jusqu'à ce que son regard tombe sur un petit mot, posé juste à côté de son futon. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la réclame. Et pourtant, cette pensée l'apaise. Finalement, cette image est retournée à celle ou celui à qui elle appartient vraiment. Quelques instants plus tard, Yu sombre dans un sommeil profond. Pendant ce temps,
Les trois sœurs se redressent lentement, l'air agacées. Elles échangent des regards désabusés. Aucune d'elles n'a réussi à fermer l'œil. Chacune invente une excuse, le bruit du festival, l'événement du lendemain. Puis, elles se recouchent en silence, les pensées en désordre. Mais le sommeil tarde à venir. À la place, Kazuki mentionne soudainement le kimono fleuri de Miko, ce qui déclenche une conversation inattendue. Très vite, elles se retrouvent à évoquer leur enfance, à se rappeler à quel point leurs goûts étaient différents à l'époque. Sauf pour Miwa, qui, elle, n'a pas changé d'un poil. Elle ressent toujours cette même excitation chaque fois qu'elle peut choisir un kimono. Malgré tout, elles se sentent reconnaissantes d'avoir pu vivre à nouveau un festival, après tant d'années. Leurs pensées dérivent vers d'anciens souvenirs, et bientôt, elles se mettent à taquiner Miwa. Elle aimait se vanter d'avoir gagné plein de jeux à l'époque, alors qu'en réalité, c'était Kazuki qui l'aidait discrètement à chaque fois. Ce petit moment déclenche une prise de conscience. Des échanges comme celui-ci. Elles n'en ont presque plus. La vie les a rendues trop occupées. Et même si elles vivent sous le même toit, elles ont fini par mener des existences parallèles, séparées. Au fond d'elles-mêmes, elles savent que c'est exactement ce que Yu avait espéré provoquer. Et, étrangement, son plan a fonctionné. Miwa admet que cela lui fait bizarre. Mais une chaleur douce lui envahit le cœur. Elle sort alors la photo que Yu croyait perdue et la place à côté de l'image prise ce soir-là sur son téléphone. Les deux montrent le sanctuaire doré. L'une date d'il y a 10 ans, l'autre d'aujourd'hui. En les observant, elle repense à la détermination de Yu, qui a tout fait pour recréer ce souvenir, malgré la pluie et les chances presque nulles de réussite. Malgré leur nuit à flâner au festival, elle brillent encore. À ses yeux, ce sont de véritables prodiges. Il se souvient aussi de ce moment, la veille au soir, quand les trois sœurs le cherchaient dans la foule du festival, sans avoir son numéro de téléphone. Miwa avait proposé de publier une alerte sur les réseaux sociaux, en espérant que les abonnés de Kazuki le reconnaîtraient. Mais quand elles ont tenté de le décrire, leurs mots se sont révélés trop vagues. Pour mettre en avant son trait le plus unique, Kazuki avait parlé de son sourire, allant même jusqu'à se vanter de l'avoir vu de très près. Ne voulant pas rester en retrait, Miwa s'est vantée à son tour. Elle connaissait tout de lui, surtout ses talents en cuisine. Enfin, Nico avait avoué que Yu prenait soin d'elle en lui achetant des protéines et des bandes de sport. Mais en réalisant à quel point leur description était intime, les trois s'étaient mises à rougir violemment. Finalement, elles avaient abandonné l'idée du poste et décidé de partir à sa recherche elles-mêmes. Le lendemain matin, alors que les tâches ménagères sont en cours, Yu consulte distraitement les actualités et tombe, à sa grande surprise, sur des gros titres faisant l'éloge des trois prodiges pour leurs résultats exceptionnels. Et pourtant, ils avaient passé la soirée précédente à faire n'importe quoi. Le jour même, assis en cours, Yu se met à rêvasser. Il imagine déjà le dîner qu'il va préparer pour les trois sœurs une fois rentrées chez elles. Il passe toute la journée à faire les courses, sélectionnant avec soin chaque ingrédient, puis se rend au manoir des Mikadono alors que le soleil commence à se coucher. Mais en ouvrant la grille, il constate que les trois sœurs sont déjà rentrées, plus tôt que prévu. Il remarque aussi une paire de chaussures posées près de l'entrée, qu'il ne reconnaît pas. En entrant, il découvre les trois sœurs debout, bien droites, face à un homme assis calmement sur le canapé. L'ambiance est tendue. Yu se demande qui peut bien être cet homme, mais dès qu'il entend sa voix, il comprend aussitôt. C'est Monsieur Mikadono. Il s'incline rapidement et se présente avec respect. Monsieur Mikadono lui exprime ses condoléances pour le décès de sa mère, mais le rassure aussitôt. Tant qu'il sera là, son talent ne disparaîtra jamais. Yu trouve ses attentes bien trop écrasantes pour quelqu'un comme lui et jette un coup d'œil aux sœurs Mikadono, se demandant pourquoi elles semblent aussi sérieuses. Monsieur Mikadono change alors de ton et demande froidement à Kazuki de lui faire son rapport de performance. Elle s'exécute immédiatement, détaillant un emploi du temps chargé et mentionnant une interview prévue pour le lendemain. Lorsqu'il se tourne vers Nico, elle répond avec assurance. Elle continue de gagner des championnats, comme toujours, et lui garantit qu'elle ne ralentira pas.
Vient ensuite le tour de Miwa, qui livre elle aussi un compte rendu impeccable. Alors que Yu s'apprête à dire quelque chose, Monsieur Mikadono se lève et le coupe sèchement. Les rapports ont été faits. Il va maintenant prendre congé. Mais Yu l'arrête et lui demande s'il souhaiterait rester dîner avec eux, puisqu'il avait justement prévu de cuisiner pour les filles. Sans dire un mot, Mikadono s'approche d'un masque posé non loin. Yu, un peu nerveux, lui explique qu'ils sont allés à un festival le week-end dernier. Mais Mikadono se fige, devient sérieux et demande de façon tranchante « À qui était-ce l'idée ?» Avec enthousiasme, Yu lui raconte comment il a emmené les filles là-bas, comment elles s'y sont toutes retrouvées et que c'était le même festival qu'ils avaient visité autrefois, quand ils étaient enfants. Mikadono soulève le masque, l'approche de son visage, puis, sans prévenir, réprimande Yu sévèrement pour avoir perturbé la trajectoire de réussite de ses filles. Yu essaie de lui parler des porte-bonheur qu'ils ont reçus pendant le festival, mais Mikadono l'interrompt sèchement. Pour lui, seule la persévérance compte. Il ne croit pas en la chance. Il s'avance vers Yu et lui lance froidement en pleine figure à quel point il est inutile et pitoyable, malgré le fait qu'il soit le fils d'une actrice talentueuse. D'un geste brusque, il brise le masque en deux, puis le traite de médiocre, affirmant que les gens sans talent n'ont pas leur place dans la maison Mikadono. Il continue de l'insulter avant de le saisir violemment par l'épaule. C'est à ce moment-là que les trois sœurs se lèvent enfin pour prendre la défense de Yu. Elles s'opposent à leur père, expliquant que même si Yu n'a pas de succès éclatant à son actif, il gère toute la maison, du ménage à la cuisine, et que c'est grâce à lui qu'elles peuvent se consacrer entièrement à leur carrière. Kazuki ajoute d'un ton ferme que c'est justement parce qu'il est là, dans l'ombre, qu'elles peuvent se perfectionner jour après jour. Quand Mikadono leur demande pourquoi elles défendent quelqu'un d'aussi ordinaire et si elles ont vraiment besoin de lui, les sœurs rougissent, troublées, et bégayent quelques excuses maladroites. Mais malgré tout, elles insistent. Elles s'entendent bien avec Yu et ont noué un lien fort avec lui. Mikadono, inflexible, leur rappelle alors qu'il n'y a pas de place pour les amitiés ou les distractions dans la famille Mikadono. Il leur dit qu'elles ne sont plus des enfants et leur interdit formellement d'assister à d'autres festivals. Son ton est sans appel. Elles doivent se concentrer uniquement sur leurs résultats. Puis il tourne les talons et s'en va. Dans le silence qui suit, Yu demande doucement s'ils vont quand même dîner ensemble. Mais Nico se retourne et lui présente ses excuses, d'une voix douce. Elle lui dit qu'elles n'ont plus le temps de profiter de ces délicieux repas. Une semaine passe, et peu à peu, tout semble redevenir comme avant l'arrivée de Yu au manoir Mikadono. Mais après sa rencontre avec leur père, Yu comprend enfin pourquoi les trois sœurs travaillent si dur pour perfectionner leur talent. Tout cela vient de l'éducation stricte qu'elles ont reçue. Il se remémore le moment où elles avaient enfin commencé à bien s'entendre entre elles. Ce soir-là, tout le monde au club est rentré chez soi, sauf Nico, qui reste tard pour s'entraîner, comme avant. En réalité, si elle rentrait tôt ces derniers temps, c'était uniquement pour pouvoir dîner avec Yu. Mais maintenant qu'il n'est plus là, elle est revenue à son ancien rythme, s'accordant juste une pause pour manger. Sauf que la nourriture semble fade depuis qu'elle s'est habituée à la cuisine de Yu. Kazuki ressent la même chose en regardant son smoothie ultra sain, rempli de nutriments, mais impossible d'en boire une gorgée. Même Miwa n'est plus elle-même. Ses encas habituels n'ont plus la même saveur, ni le même attrait. Les trois filles se retrouvent dans une impasse, se demandant pourquoi elles n'arrivent tout simplement pas à reprendre leur routine d'avant. Pendant ce temps, Yu aussi se sent abattu. Il aimerait que tout redevienne comme avant. Il repense à cette série télé où sa mère jouait, à cette image chaleureuse d'une vraie famille, et il se dit qu'il veut créer quelque chose de semblable, de ses propres mains. Cette pensée lui redonne de l'énergie, une nouvelle motivation. Le lendemain matin, quand les trois sœurs sortent de la maison, Nico remarque quelque chose qui lui serre le cœur. Yu ne les a pas saluées comme à son habitude, avec son sourire et sa voix joyeuse. Plus tard, à l'école, l'heure du déjeuner arrive. Nico ouvre son sac pour prendre une barre protéinée, mais tombe sur un bento parfaitement préparé.
Son visage devient rouge comme une tomate. Et c'est pareil pour ses deux sœurs. Chacune découvre un repas fait maison, soigneusement emballé. Quand les camarades de Nico lui demandent si elle ne compte pas le manger et s'ils peuvent en profiter à sa place, elle leur répond fermement qu'il est hors de question. Elle mangera chaque bouchée, elle-même. Pendant ce temps, Yu dort, affalé sur son cahier. Il s'est levé à 4 heures du matin pour tout préparer. Et plus tard, lorsqu'il récupère les boîtes vides, un sourire discret se dessine sur ses lèvres. Il sait qu'elles ont tout mangé et qu'elles ont aimé. Le soir venu, les 3 sœurs le convoquent sérieusement. Elles lui annoncent qu'elles souhaitent établir avec lui une cogestion officielle. Yu, complètement perdue, les regarde avec de grands yeux et se demande pourquoi elle parle soudain de bateau. Mais les 3 sœurs n'ont pas du tout l'air d'être en train de plaisanter. Elles lui rappellent froidement que leur père l'a clairement averti. S'il ne prouve pas sa valeur, il sera mis à la porte. Elles lui proposent donc un accord. S'il accepte de les soutenir dans les défis à venir, alors elles seront prêtes à le reconnaître comme l'un des leurs. Chacune lui explique ce qui l'attend dans les prochaines semaines, les obstacles à surmonter, les pressions à gérer, et elles ajoutent qu'elles auront besoin de son aide pour y faire face. Ravie à l'idée de pouvoir les soutenir, Yu s'exclame qu'il leur préparera le déjeuner chaque jour, parce qu'ils forment une famille. Mais les sœurs le corrigent immédiatement, en toute clarté. « Tu n'es pas un membre de la famille. Tu es notre soutien. Un point, c'est tout. » Le lendemain matin, au moment où les sœurs Mikadono s'apprêtent à partir pour la journée, Yu leur tend leur bento tout frais. Kazuki l'informe qu'elles rentreront vers 19h et qu'il peut donc leur préparer aussi le dîner. Il les accompagne de sa voix enjouée, leur lançant son traditionnel « Bonne journée! Prenez soin de vous !» Et pour une raison qu'aucune d'elles ne comprend, ce simple geste suffit à les faire rougir comme des tomates brûlantes, comme si, à cet instant précis, tout était parfaitement à sa place. Plus tard, pendant son entraînement, Kazuki porte une perruque et tente maladroitement de travailler son côté féminin. Mais 2 femmes surgissent soudainement dans la salle, la prenant complètement de court et lui donnant la peur de sa vie. De son côté, alors que Nico est en pleine répétition, son téléphone sonne. Elle décroche aussitôt et entend une voix familière. Son entraîneur vient de rentrer d'une tournée à l'étranger et souhaite la voir. Pendant ce temps, la petite Miwa est plongée dans son propre entraînement, mais finit par se faire mettre au sol par son coach. Ce dernier, calme et direct, lui rappelle qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'elle doive faire un vrai choix, décider enfin du chemin qu'elle veut vraiment suivre. Ce soir-là, lorsque les sœurs Mikadono rentrent à la maison, chacune d'elles a l'esprit occupé, plein de doutes, de décisions, de questionnements. Mais en franchissant la porte, elle tombe sur une scène pour le moins inattendue. Yu, debout sur un sac de farine, en train de courir de façon complètement maladroite. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il est en train de faire, il leur répond fièrement qu'il veut ajouter des udon au menu, une version maison des udon, et qu'il compte utiliser de la farine complète cette fois pour réduire les glucides dans leur alimentation. Et alors qu'il est en plein dans ses explications passionnées, il glisse brutalement et Yu se blesse légèrement en tombant, ce qui fait rire un peu les filles avant qu'elles ne s'éloignent. Elles lui disent quand même qu'elles seront là pour le dîner comme prévu. Plus tard, autour de la table, les sœurs font remarquer que le repas a un goût un peu banal aujourd'hui, ce qui leur rappelle aussitôt combien leur père détestait tout ce qui était moyen. Et pourtant, dans ce moment de calme, chacune trouve un certain apaisement dans cette banalité, comme si ça leur faisait du bien. Un peu plus tard, alors que Yu fait la vaisselle, Kazuki entre dans la cuisine et propose de l'aider, affirmant qu'elle essaie de développer son côté féminin. Yu, un peu surpris, lui fait remarquer que faire la vaisselle n'a rien de particulièrement féminin, mais elle insiste malgré tout et se met à ses côtés. Quand il évoque son audition, Kazuki se crispe légèrement. Elle finit par admettre que c'est la première fois qu'on lui confie un rôle féminin, au sens classique, et que cela la rend nerveuse. À ce moment-là, elle remarque les bandages sur la main de Yu et lui demande ce qui s'est passé. Il lui explique simplement qu'il n'est pas très doué en cuisine et qu'il se brûle assez souvent.
Ils continuent à discuter tranquillement jusqu'à ce que Yu glisse brusquement et tombe, se cognant au point d'avoir une belle saignée de nez. Kazuki se précipite pour l'aider, mais finit par glisser elle aussi, atterrissant au-dessus de lui dans une position qui ressemble presque à un baiser. Elle se redresse aussitôt, le visage rougi, tandis que Yu s'excuse en bafouillant. Kazuki lui répond calmement. « Ce n'était qu'un accident, ne t'en fais pas. Plus tard, alors qu'elle l'aide à soigner son nez, Yu ne peut s'empêcher de se sentir mal pour elle. Après tout, elle vient de presque embrasser un garçon avec le nez en sang. Mais ce qui l'intrigue, c'est qu'elle ne semble pas du tout dérangée. Et c'est là qu'il comprend qu'elle doit être habituée à ce genre de scène sur scène ou à l'écran. Cela dit, Yu ressent aussi une petite peine personnelle. Son tout premier baiser avait le goût du sang. De son côté, lorsque Nico mentionne qu'il pourrait pleuvoir, Kazuki allume la télé pour vérifier la météo, mais tombe pile sur une scène de baiser à l'écran. Gênée, elle l'éteint aussitôt et dit à Nico de regarder la météo sur son téléphone. Puis, en passant dans le couloir, elle croise Miwa et lui lance d'un ton distrait. « Ta gelée !» Miwa déclare fièrement que cette gelée a été préparée rien que pour elle par le nouveau, en ajoutant avec un petit sourire. On dirait qu'on mordille des lèvres toutes douces. L'évocation des lèvres fait immédiatement buguer Kazuki, qui repose violemment sa tasse de café sur la table avant de se lever brusquement et de filer dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Une fois seule, elle touche ses propres lèvres, encore toutes troublées. C'est alors que Yu entre sans frapper. Ce geste la fait immédiatement exploser. « Tu peux frapper avant d'entrer, espèce d'idiot !» Mais Yu reste calme. Il dit simplement qu'il voulait clarifier les choses. « Je suis à peu près sûre que t'as pas envie que l'un de tes baisers soit gaspillé sur un type comme moi, » ajoute-t-il avec un petit sourire triste. Il propose qu'ils fassent tous les deux comme si rien ne s'était passé. Puis, sans attendre de réponse, il tourne les talons et quitte la pièce. Derrière lui, Kazuki explose de frustration, criant « Espèce de crétin, comment tu peux dire un truc pareil ?» Plus tard, pendant l'une de 16 répétitions, Kazuki repense à ses paroles. Et elle finit par se dire qu'il avait peut-être raison. Oublier ce qu'il s'est passé est sûrement la meilleure option, au moins jusqu'à ce qu'elle ait passé cette fichue audition. Elle essaie de répéter son rôle de jeune fille douce et féminine, mais échoue lamentablement. Tout ce qu'elle arrive à faire ressemble encore à un prince charismatique, comme d'habitude. Lors d'une autre séance, où elle incarne à nouveau un rôle de prince, elle observe attentivement la fille avec qui elle joue la scène. Et c'est là qu'elle comprend enfin ce qu'elle faisait mal auparavant. Mais juste au moment où la scène doit se conclure par un baiser, son esprit repart aussitôt vers l'accident avec Yu. Elle sursaute, le cœur battant et recule d'un bond, complètement rouge. Son metteur en scène stoppe la répétition immédiatement et lui demande ce qui se passe. « Tu sais, quoi qu'il se passe dans ta vie privée, ça finit toujours par se voir sur scène, » lui rappelle-t-il avec sérieux. Plus tard, ce soir-là, Kazuki rejoint Yu dans la cuisine. Elle lui dit que ses entraînements sont devenus plus intenses ces derniers temps et qu'elle aurait bien besoin de repas qui boostent son énergie et son endurance. Yu accepte, se lève et ferme les rideaux pour la nuit. Mais à ce moment-là, Kazuki le regarde et lui demande, un peu nerveuse. « Dis, tu fais quoi ce dimanche ?» Il lui répond qu'il est libre. Alors, après un petit moment de silence, elle s'approche d'un pas, le regarde droit dans les yeux, le visage rouge mais déterminé, et lui déclare « Je veux qu'on sorte ensemble. »